Bonsoir Julie, bonsoir Richard. On est content de vous avoir sur le panneau, le plateau, pas le panneau, mais le plateau de TVOX Actualité. Il y a une série d'événements qui commencent à voir le jour puis qui se multiplient en lien avec cette propagande poussée par le milieu politique, les médias, puis j'ai nommé la lutte à la désinformation. Ce soir, on en a parlé longuement à travers différentes chroniques. Il y a eu le 12 novembre dernier, Julie, à Montréal, l'événement « Niaise pas avec les faits ». C'est vraiment un slogan, la grande discussion, qui a été animée par Barbada, qui traitait de la science d'abord. En fait, c'est l'organisme La Science d'abord qui a organisé cet événement-là. Puis qui a engagé Barbada pour animer la soirée. Exactement. C'est vrai, quand on engage Barbada comme animatrice, ça emmène son lot de crédibilité avec la science. Ben oui. Je pense que, effectivement. Julie, tu as été à cet événement ouvert au public. J'ai trouvé la vidéo de cet événement, puis j'en ai retiré un extrait que j'aimerais partager avec le public pour qu'après, on puisse la commenter ensemble. Absolument. Je suis journaliste indépendante. Je m'intéresse depuis plusieurs années à la propagande et puis quand on traite les gens de complotistes, d'extrémistes de droite, d'antivax, de ci, de ça, pour moi, c'est un très gros problème dans les médias actuellement. Il y a énormément de mépris. Il y a énormément d'attaques ad hominem également. Et vous parlez souvent de chambres d'écho. Pour moi, un très bon exemple de chambre d'écho, c'est le panel ici ce soir. Il n'y a plus de débat au Québec. Ça démontre qu'on a vraiment de la difficulté au Québec avec les débats. Il y a un narratif qui est promu, et ce, dans plusieurs domaines. Et ceux qui n'adhèrent pas à ce narratif-là se font traiter de transphobes, climato-sceptiques, anti-vax, complotistes, etc. Et ça, c'est problématique. Et pour rétablir le dialogue, il faut d'abord arrêter de mépriser les gens. Et puis, il faudrait qu'on ait des débats au Québec. En 2010, un an après la pseudo-pandémie H1N1, on sait, aujourd'hui, ça a été démontré que c'était une pseudo-pandémie, il y avait un rapport du Conseil de l'Europe qui a condamné l'OMS, qui a blâmé l'OMS pour ses conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique, a blâmé l'OMS d'avoir aggravé la menace, d'avoir gaspillé des fonds publics. Et il y a une phrase que je répète souvent qui est dans ce rapport-là. On dit « L'industrie pharmaceutique a tout intérêt à ce que des pandémies soient déclarées afin de lancer des campagnes de vaccination. » Et tout à l'heure, vous parliez des gens qui ont peut-être des choses à vendre et qui vont discréditer certains produits. Donc, moi, je me demande, est-ce qu'on a discrédité, par exemple, l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, afin de vendre des vaccins? Vous allez me traiter d'antivax, de complotiste ou je ne sais pas quoi, mais je pose quand même la question. Je veux juste terminer en disant que, je vais vous donner juste un petit exemple. Vous parliez d'Alex Jones tout à l'heure qui a fait de la diffamation ou qui a tenu un discours haineux. Lisez Patrick Lagacé sortir le casque de fer. Je veux dire, Isabelle Haché qui a écrit des chroniques absolument épouvantables où elle insulte les gens, les traite de tous les noms et elle dit textuellement « on les haït donc tous, ces imbéciles-là ». Donc ces gens-là n'ont pas envie de lire les grands médias. Ces gens-là qui se font mépriser comme ça n'ont pas envie de regarder Radio-Canada. Est-ce qu'il y a du respect dans les grands médias envers une grande partie de la population? Je pense que non. Je pense qu'il y a une très, très grande partie de la population qui ne se retrouve pas dans les grands médias. Et c'est pour ça qu'ils ne les écoutent plus. Tous les débats n'ont pas une valeur égale. Et quand je vous ai entendu mentionner le mot climato-sceptique, je me suis dit, oui, est-ce que des fois, on généralise pas trop? Mais il n'en demeure pas moins que le fait que la Terre se réchauffe de plus de 1 degré Celsius depuis plus d'un siècle, c'est un fait, c'est plus une opinion. Et c'est pas un refus du débat que de dire on n'invitera pas sur scène un climato-sceptique puis un climatologue. Si on s'en tenait à cette logique-là qui est la vôtre, si un terre-platiste entrait ici, on pourrait dire « Ah, il faut un débat entre un terre-platiste et un terre-rondiste ». Il y a des moments où, en science, la question est réglée et les débats sont rendus ailleurs. Julie, c'était quoi l'objectif de cet événement-là? Ben, écoute, comme je dis au début de mon intervention, c'est un panel où tous ces gens-là pensent la même chose. Ça, c'était le 12 novembre dernier. C'était le 12 novembre dernier. Le but, c'était d'informer les gens sur la désinformation, comment on lutte contre la désinformation.
Le but, c'est vraiment Marie-Ève Carignan qui était là à droite, à gauche en fait, de l'écran, qui sourit. Hein? On voit son petit sourire là, quand je parle. Elle regarde en fait... c'est un sourire méprisant. Ouais, mais c'est parce qu'elle me connaît. Okay. C'est pas la première fois qu'elle a affaire à moi. Le but, c'était vraiment de dire aux gens, écoutez, il y a de la désinformation, il faut vraiment montrer aux gens comment se fier. Il faut montrer aux gens quelles sont les sources fiables, quelles sont les sources crédibles. Évidemment, ces sources-là, ce sont eux, les gens sur le panel. Ouais. Le but, c'est vraiment juste, en fait, toute cette idée-là, de lutte à la désinformation, ce n'est qu'une grosse propagande, en fait, pour redonner... en fait, pour moi, ça vise à instaurer un régime totalitaire. C'est du fascisme intellectuel. Parce qu'on dit, bien, les sources fiables, ce sont Radio-Canada, et d'ailleurs, c'est dans les livres d'école. Oui, dans le cadre de culture et citoyenneté québécoise, on leur dit dans des livres, justement, que les sources fiables, ce sont les mainstream. Exactement. Et les autres ne sont pas fiables. Et ce que ça fait, en fait, pour moi, c'est vraiment, on incite les gens à se soumettre à l'autorité. Ce sont des arguments d'autorité. Et là, on ne l'a pas vu, mais durant la conférence, j'ai dit à un moment donné, parce qu'il parlait des climato-sceptiques, mais j'ai dit, écoutez, pourquoi on refuse de débattre, par exemple, d'avoir un débat avec des gens comme John Clauser, qui est un chimiste, qui a gagné un prix Nobel de chimie, qui remet en question le réchauffement climatique causé par l'homme. Et là, il m'a pointé du doigt en disant, argument d'autorité. OK, c'est parce que ça fait 1 heure. J'ai dit, là, j'ai parti à rire. J'ai dit, bien voyons, j'ai dit, vous n'en utilisez pas des arguments d'autorité? Non. Mais ça faisait 1 heure qu'il ne faisait que ça. Ouais. Dire, ça prend des sources fiables, le consensus, la science, etc. Donc, c'est hallucinant de voir à quel point ces gens-là sont fermés. Ils ont vraiment, ils ont des idéologies, toutes sortes d'idéologies, et ils n'en démordent pas. Et pour eux, ils voient des gens qui pensent différemment comme des personnes dangereuses, qui ne devraient pas avoir le droit de parole, que l'on devrait, ils ne disent pas comme ça, mais dans le fond, la lutte à la désinformation, ça incite à la censure. Bien, exactement. C'est ça la prochaine étape. Ça tend vers ça. Ouais. Charles, il y en a de plus en plus d'événements comme ça. Il y a eu le 12 novembre, tu n'étais pas là. Il y a eu le 26 novembre, on en reparlera par la suite, on y reviendra. Et il y en a eu un autre sur lequel Julie est allée encore aujourd'hui. Il y a comme une multiplication. Comment tu expliques qu'il y ait cette multiplication-là de genres d'événements prendre place depuis quelque temps? Ça a l'air d'être omniprésent. Encore aujourd'hui, pendant que Julie avait son événement, il y avait le même événement auquel vous avez assisté mardi à Montréal, prenait place à Québec aujourd'hui. Puis un de nos chroniqueurs qui vient à l'occasion ici sur le plateau de Théovox Actualité, M. Serge est allé. Serge Charbonneau est allé à l'Université de Québec à Laval pour pouvoir écouter, entendre ce qu'ils avaient à dire. Puis il a préparé une vidéo que je n'ai pas eu le temps de regarder. Je vais la regarder quand même par la suite. Pour nous parler de cet événement-là, en quoi on peut attribuer cette multiplication-là de ces événements-là sur la désinformation? Premièrement, d'animer un panel sérieux avec un clown, ça démontre un peu leur niveau de compréhension de la situation. Hein. Ils sont détachés de toute réalité, là, soyons clairs. Ça, c'est d'une part. La raison derrière ça, parce que c'est quand même financé, ils nous ont même fourni des pinottes la dernière réunion. Moi, j'ai dit, attention, si vous prenez des pinottes puis il n'y a pas de liquide, là, il n'y a aucun breuvage, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle. Là, c'est un piège, sûrement. Les pinottes étaient salées. Et de toute façon, ils étaient salés, puis en plus, ils étaient payés par nos impôts. Hein. Rappelons-le, Radio-Canada, ça ne vit pas de produits privés. Alors, tout ça est dû au fait qu'il y a une panique actuellement dans l'intelligentsia qui ne s'est jamais battue. Il faut comprendre, là, c'est un peu comme l'effet de la guerre. Hein? Nos parents ont été à la guerre, puis après ça, en 3 générations, il n'y a pas eu de guerre. On n'a pas la même compréhension de la vie que quelqu'un qui est allé à la guerre, on comprendra, ou qui a vécu les atrocités de la guerre. Alors là, ce qui se passe actuellement, c'est que la gauche omniprésente, qui dort depuis 2-3 générations, là, depuis les hippies, ils ont des baby boomers, là. Moi, je suis la fin des baby boomers. Ça achève, là, leur règne. Il y a une panique généralisée parce qu'ils ne sont plus capables de continuer à surfer. Ils ne sont pas capables d'argumenter. La preuve, c'est qu'on arrive avec 2-3 arguments, puis ils nous traitent de terroristes, là, parce qu'on n'a pas le droit de parler contre le narratif, mais ils n'ont pas d'arguments.
Alors, il y a une panique généralisée, mais il y a un aspect économique à tout ça. Les grands médias sont sursubventionnés. Et là, ils arrivent avec des taux d'auditoire de 37 %. Ouais. Je regardais la victoire de Trump, qu'est-ce que ça a créé aux États-Unis. Le MSNBC a perdu le 2/3 de son auditoire. CNN, la même chose. Et Fox, qui est considéré un petit peu plus de droite, a maintenu son auditoire. Donc, ça, c'est des messages très puissants qui touchent au portefeuille. Ouais. Et ce que j'ai dit aux journalistes lors de la rencontre avec Radio-Canada, c'est dans les commentaires, j'ai dit, écoutez, encaissez votre fonds de pension, parce que ça achève votre règne. Là. Ils vont couper les budgets, ils vont couper le nombre. On a vu la qualité aussi de journalistes et de chroniqueurs. Tu as dit que ça vole pas haut à grand place là-dessus. Ouais. Mais ils ont encore un auditoire captif qui est accroché, mais qui est en train de s'en aller. Ah, c'est frité. C'est quoi la clientèle? Vous avez fait 2 événements. Toi, tu en as fait 2. J'en ai fait 3 événements. Toi, tu en as fait 1. C'est quoi la clientèle cible qu'on retrouve sur place là-bas, là, quand on va à ce genre d'événements-là? Bien, je te dirais, en tout cas pour moi, ce que j'ai vu dans les 3 événements, en fait, avant, je veux juste revenir sur un truc. Tu m'as dit, c'est quoi le but de ces événements-là? Puis pendant que Richard parlait, je me disais, ouais. Tu t'es forgé une réponse. Bien, oui, c'est ça. C'est parce que j'ai comme eu un flash. J'aurais dû répondre ça. Je vais le dire maintenant. Ils ont perdu le contrôle du message avec Internet. Exact. Okay? Ils ont perdu le contrôle du message. Ils ont perdu le monopole du message. Et en ce moment, il y a une crise de confiance en les institutions, toutes les institutions. Et je pense que ces événements-là, avec ces événements-là, ils cherchent à regagner la confiance, sauf qu'ils ne sont pas prêts à entendre pourquoi les gens ont perdu confiance. Oui, mais puis ça m'emmène avec la question. Si tu me dis que la clientèle qui était là, ce sont tous des gens qui sont wokisme, libéralisme, de gauche, ils sont déjà achetés. Ils sont déjà conquis, cette clientèle-là. Oui, bien en fait, tu vois, l'exercice, la conférence du 12 novembre, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Vas-y. Elle est bonne en plus de ça. Ben oui. Voyons. La conférence du 12 novembre, voilà. Le 12 novembre, en fait, la salle, c'était une grande salle. Il y avait presque personne. Il y avait presque personne dans la salle. Il y avait à peu près 50 personnes. C'est pour ça que tu as mentionné Patrick Provost, puis que la salle aurait été pleine. Oui, exactement. Et en fait, c'est pour ça que les gens se désabonnent, en fait, des grands médias ou qui quittent le navet parce qu'ils trouvent beaucoup mieux ailleurs. Il y a vraiment une grande partie de la population qui n'est pas représentée dans les médias. Et puis, ces gens-là, on les traite de complotistes, de gens qui sont désinformés, etc. Donc, ta question, c'était qui est dans ces événements-là? Bien, aujourd'hui, j'étais à un colloque où on parlait de la confiance dans la science. Et le sous-titre, c'était est-ce une question de communication? Ouais. Donc, on admet qu'il y a une perte de confiance dans la science, mais en fait, que ce soit une perte de confiance envers les médias, crise de confiance dans la science, peu importe, c'est toujours les mêmes arguments qu'on nous sort. C'est la faute des réseaux sociaux, c'est la faute de la désinformation, c'est la faute de Musk, de X, de Trump, etc. Et c'est ça. À l'événement d'aujourd'hui, c'était surtout des scientifiques, mais il y avait quand même un groupe, peut-être une dizaine de personnes qui étaient, disons, de notre côté. Et je dirais pas qu'on monopolise les questions, mais on n'est pas gêné d'aller poser des questions. Donc, ça fait qu'on pose beaucoup de questions dans des événements comme ça. Comment qu'on vous regarde? Comment la foule vous regarde quand vous vous levez pour aller au micro pour poser des questions? Est-ce qu'on est exaspéré, puis on lève les yeux dans les arbres, on dit « Bon, un autre complotiste qui prend le micro. Ouais. Ou on est, à quelque part, on sent que la foule est en arrière de nous, parce qu'il y a des gens qui ont le culot ou le guts d'aller poser des questions que nous, on aurait voulu poser, mais on veut pas y aller parce qu'on ne voudrait pas porter l'étiquette de complotiste, par exemple. Bien, je pense que la plupart des gens, la majorité des gens qui vont dans des événements comme ça, c'est des gens qui sont dans le narratif. Mais il y a toujours quelques personnes. Moi, j'essaie toujours d'inciter les gens à aller à ces événements-là. Ça va arriver des fois qu'il y a une personne que je ne connaissais pas qui était dans la salle qui va venir me voir et va dire « Oui, j'ai trouvé votre question très intéressante », comme mardi soir à l'événement de Radio-Canada. Il y a une personne qui est en train de faire sa maîtrise sur justement la perte de confiance dans nos institutions.
Et elle est venue me voir, elle m'a dit, je trouvais ça intéressant ce que tu disais, j'aurais aimé ça en entendre plus. Puis finalement, on va se recontacter et puis c'est ça, on va avoir la chance de se parler. Donc, c'est ça, il y a des gens comme ça qui n'osent pas parler, mais qui sont quand même critiques là, des institutions. Ouais. Mais c'est ça, c'est surtout des gens qui sont dans le narratif, qui vont à des événements comme ça. Et la réaction, très souvent, c'est... On le voit dans leur visage, là, ça dérange. Mais c'est la seule façon... ces événements-là, c'est les seuls endroits où ces gens-là sont confrontés à un discours différent. C'est le seul endroit où ils sont obligés de répondre à des questions qui ne sont pas des questions de gens qui sont de leur côté. Donc, c'est très important pour moi d'aller dans ces événements-là. Et bien, les réactions, c'est souvent, c'est ça, on le voit dans leur visage, ça dérange. Le non-verbal. Oui, et on nous sort toujours les classiques, là, la terre plate. Ça, je l'ai entendu à Niaise pas avec les faits, on m'a sorti la terre plate. Ensuite de ça, à l'événement de Radio-Canada, même chose. Et ça, c'est un homme de paille, là, je veux dire. Quand on parle d'avoir des débats, par exemple, sur la vaccination, débats sur les changements climatiques, on est loin de la terre plate, là. C'est pas du tout le même genre de discours. Et peu importe ce qu'on pense sur la forme de la Terre, eux, les journalistes, quand ils donnent cette réponse-là, ce qu'ils veulent dire, c'est ça équivaut à donner la parole à un débile mental. Ouais. Donc, ils sont très insultants. Et ce qui est vraiment, moi, ce qui me fait flipper, là, c'est qu'à chaque événement comme ça, on dit au début, il faut avoir des discussions dans le respect, il faut être respectueux, et puis on va discuter dans le calme et tout ça. Mais ils sont tellement méprisants. Ouais. Ils sont méprisants, ils sont condescendants, donc ils exigent des autres ce qu'eux n'offrent même pas. Ouais. Tu sais, Richard, dans ce genre d'événements-là, événements qui sont, soit dit en passant, commandités par le gouvernement, par l'UNESCO, par des organes mondialistes également. C'est quoi le but? Qu'est-ce qu'on cherche à accomplir? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on veut tirer du public alors qu'on domine le narratif? Bien, en fait, c'est des gens qui sont habituellement choisis, sélectionnés. Donc là, c'était aléatoire pour l'événement de Radio-Canada. Et ils pensent qu'eux autres, que nous, on n'ira pas à ces événements-là. À l'évidence, on s'est retrouvés sur place et on a un petit peu cassé le party. Mais les gens qui se déplaçaient là, c'est un peu comme l'auditoire qui assiste aux émissions, moi, qui m'intrigue toujours. Là. Comment ça fait que le monde prenne une soirée pour aller participer à une émission? C'est de la chair à canon, en fait. Là. Parce qu'il passe à la TV. Il y a quelque chose de bizarroïde au Star System. Ça s'estompe. Mais, comme je dis, les gens qui écoutent ça veulent participer, veulent être dans la télévision aussi. Il y a beaucoup de ce monde-là. Et on l'a vu dès le début de la soirée à Radio-Canada où il y a eu un sondage. Mais il y avait un thème pour la soirée, juste le dire pour que les gens puissent comprendre, c'est « Fais-tu confiance aux médias? » Si on saute dans Radio-Canada, l'événement, la thématique, c'est « Fais-tu confiance aux médias? » Premièrement, Radio-Canada, tu n'as pas le droit de tutoyer. Hein? Ils se cassent le bessic dans toutes les émissions. Puis quand ils se connaissent, « Excuse-moi, je te tutoie encore. » Ils passent leur temps à se vous voyez, alors que c'est une aberration presque. Et là, ils disent quoi? Ils parlent au-dessus. dans leur événement. Donc, tu vois qu'ils sont déconnectés. Ils sont dans leur monde, ils se croient, puis là, ils s'applaudissent autour de la table en disant « ça, c'est un bon titre », mais ils oublient qu'on est un vrai monde et qu'on on leur règle leur cas de plus en plus. Et au début, ils ont fait un sondage en disant « de 1 à 10, avez-vous confiance aux médias? » Bien, malheur pour eux autres, parce que le groupe qu'on était, on a su qu'on était 16 % de la salle. Wow. Ça a apparu tout de suite, on était à 1. S'il y avait eu 0, on aurait mis 0. Parce qu'on n'a aucune confiance en vous, on est venu vous le dire. Première intervention qu'il y a eu, la dame, une fonctionnaire, qui dit « Écoutez, depuis 4 ans, moi, je souffre comme fonctionnaire. J'ai la chance de ne pas avoir été remercié ou de ne pas avoir démissionné ou d'être tombé malade comme des collègues ou de gens qui ont moins d'avantages sociaux, qui ont perdu leur emploi et perdu leur famille. Et beaucoup de drames. Mais elle a été reçue avec une tonne de briques de l'animateur en disant « On ne parle pas de ça, madame. » Elle avait le moton, elle était obligée de sortir de la salle tellement qu'elle a reçu une insulte. Ouais. Et quand l'animateur, Jannick Tremblay, a dit ça, bien, il s'est fait ramasser par toutes nous autres. En disant un instant, là, on va parler de ça ce soir. Ouais. Parce que c'est ça votre question. On vous dit que c'est ça le problème. Et depuis 2020, vous avez 0 confiance dans les gens comme nous. Mais on grossit et vous perdez votre auditoire. Et ça, c'est la panique. Suivons-nous une directive dans la mise en place de ces événements-là? Est-ce que ceux qui sont les pantins, qui animent ce genre de soirée,
sont en train de suivre en place des directives qui ont été dessinées d'avance, puis qu'on se dit, c'est ça qu'on veut que tu accomplisses ce soir à travers cette soirée d'information-là? Bien, je pense que le thème du Forum économique mondial cette année, je pense que c'était regagner la confiance. Oui, et on voit ça partout. Là, hein? En fait, quand on pose la question, fais-tu confiance aux médias? C'est très infantilisant de poser la question comme ça. Mais on demande, fais-tu confiance? En fait, ils ne voulaient pas le savoir. Parce que quand on leur dit non, on ne fait pas confiance, voici pourquoi, bien, eux nous disent, oui, mais non, mais tu comprends pas. Tu comprends pas. Nous, c'est assez difficile, notre travail. Et puis, nous, on respecte les normes d'intégrité, d'impartialité. Encore aujourd'hui, il y a une journaliste de Radio-Canada qui disait ça. Nous, on est impartiaux, on montre les deux côtés. Et je veux dire, toutes les règles fondamentales, les normes journalistiques, elles ne sont pas respectées, mais eux croient profondément qu'ils les respectent. Richard, est-ce que toi, quand tu es allé là, tu avais des attentes ou tu es juste allé comme... Un kidam. Ouais. Premièrement, c'était à Montréal, donc je me suis dit, bon, on va encore me taper le trafic, puis pas de stationnement, etc. Je sais pas c'est quoi à Montréal, mardi soir, il n'y avait personne. Stationnement devant la porte, tout allait bien, donc ça a été une belle soirée. Je faisais 41 ans, je n'étais pas rentré dans mon université, donc j'étais content de revisiter ça. Et j'avais zéro attente en me disant, ben, peut-être que je vais juste témoigner à l'émission de quelque chose qui s'est passé. Là, tout à coup, j'ai vu mes amis arriver et on s'est retrouvés avec un groupe un peu dynamite à l'intérieur de ce groupe-là. J'ai assisté aussi au début des policiers à la retraite qui sont engagés, qui arrivent là en jeans, qui ont l'air de rien, qui se mêlent à la foule, parce qu'ils ont peur qu'il y ait des débordements, etc. Donc, il y avait une sécurité assez énorme par rapport à qui on était. Wow. Et il ne faut pas oublier que si on était 16 bien, il y avait 84 de monde qui était là un peu pour venir les flatter. Et ça, c'est un petit peu la difficulté pour nous, c'est de réaliser comment il y a beaucoup de monde encore qui dorment. Là. Ouais. Il y a encore du monde qui court après la 7e puis la 9e injection. Ils ne voient pas qu'on est en train de mettre en place l'identifiant bionumérique qui va complètement les asservir. Ils ne sont pas là. On dirait qu'il y a deux univers maintenant là, qui ne se mélangent plus. Et on est beaucoup là-dedans, le 15-20 de monde qui comprennent et qui n'ont plus d'écoute ou qui n'ont plus de relation avec le reste des gens qui sont restés dans le narratif. Il va falloir qu'il y ait des événements, et les événements vont arriver bientôt, et ça va séparer les enfants des adultes. Mais entre-temps, il y a des signaux de l'industrie, surtout dans les médias, qui sont quantifiables. Donc, des investisseurs à TVA, des investisseurs, le gouvernement qui est l'investisseur principal de Radio-Canada, lui, il regarde les chiffres et il se dit, attends un peu, là, on va avoir des problèmes politiques à justifier ça, on va avoir des problèmes au niveau financier. Donc, c'est ça qui se passe actuellement, c'est qu'il y a une grande pression de la réalité qui les rejoint. Parce que quand nous, on parle, c'est pas la réalité. Nous, on est tous des terraplatistes, puis on est tous des cons. C'est réglé. Mais quand ces gens-là ont une écoute avec des émissions comme ici, ça les chicote. Ouais. Mais quand ils voient l'argent disparaître, parce que le marché qui se déplace, il y a un impact économique. C'est sûr. L'impact économique, on le voit parce que les politiciens nous disent que l'inflation est contrôlée, que l'économie va bien. Les commerces se vident, il n'y a plus personne qui va au cinéma. Hein? Tout ce qui est une dépense superflue, ça diminue rapidement. Les restaurants ferment et tout va bien. Bien, ils ne peuvent pas tenir ce discours-là quand ça touche les gens. Non, on est là. Définitivement. Julie, il y a eu une phrase qui est sortie comme quoi que Radio-Canada qualifiait cette soirée de prise d'otage. Comment t'expliques ça? Bien, écoute, c'est intéressant parce qu'au début de la soirée, en fait, moi, ce que je trouve assez hallucinant, c'est que tout ça, on appelait ça une grande conversation, hein? Grande conversation, mais ça durait 1 heure seulement. C'était dans une petite salle de l'UQAM, obscure, et bien, c'est ça, il y avait à peu près 100 places. Donc, on n'appelle pas ça une grande conversation, une grande discussion. Ça aurait dû être filmé à heure de grande écoute dans les studios de Radio-Canada. Fait que filmer, c'était interdit. Oui, c'était interdit de filmer en plus. Non, mais eux auraient dû le filmer pour le diffuser. Oui, oui, absolument. La transparence, c'est ça. Oui, exactement. Donc, dès la première intervention, il y a Yann Rochdy qui était là, qui est intervenu assez
Je ne sais pas trop comment le qualifier ça, mais en tout cas, c'était assez percutant, disons, comme intervention. Et puis, c'est ça. Donc, tout de suite, on l'a laissé parler un petit peu, mais bon, il a souligné justement le manque de transparence. Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on est ici? C'est pas filmé. Ils l'ont cadré assez vite. C'est ça. Et là, ensuite, bon, on va passer le micro à quelqu'un d'autre. Et là, en fait, je pense que les trois premières interventions, c'était des gens qui critiquaient, justement, qui disaient « Non, je ne fais pas confiance aux médias. Voici pourquoi. » Et là, il a dit, bien là, écoutez, là, c'est comme si la conférence était prise en otage par quelques individus. Hey, on a juste levé la main, vous nous avez donné le micro. Pourquoi vous posez cette question-là? Ouais. Faites-tu confiance aux médias si vous ne voulez pas entendre la réponse? Ouais. Si vous voulez juste entendre oui, bien, posez pas cette question-là. En fait, ils ne s'y attendaient pas à la réponse. Non. Ils sont dans leur univers, dans leur tour de verre. Et ils n'entendent pas ce qu'on se dit. Hein? Ils voient par la fenêtre qu'il y a du monde qui bouge, là, mais c'est tout. Et là, on va leur dire en pleine face, dans leur événement. Ouais. Et là, ils sont paniqués parce qu'ils ne s'attendent pas à ça et ils ne savent pas comment reprendre le contrôle de l'événement non plus. Non, pas du tout. Wow. Merci beaucoup de nous avoir exprimé vos conclusions par rapport à ces trois événements-là en ce qui te concerne, Julie. Merci d'être sur le terrain aussi pour pouvoir être nos yeux, nos oreilles, puis même notre voix quand on ne peut pas être là, en fait, nécessairement. Ce qui est important aussi, je pense, dans ces événements-là, c'est qu'eux, ils se sont intoxiqués avec leur propre propagande. Ils ont une vision des gens qui les critiquent qui n'est pas conforme à la réalité. Ouais. Hein? Il y a toutes sortes de gens qui critiquent les médias, mais pour eux, c'est des complotistes, des terreplatistes, des gens qui n'ont pas d'éducation, des édentés, tout ça. Donc, c'est important d'aller là, de poser des questions intelligentes, hein? De les brasser un petit peu, mais pas de les brasser, je veux dire, de planter des graines et de leur poser des questions qui sont malaisantes, qui dérangent, mais des questions tout à fait légitimes. Ils sont incapables de répondre à ces questions-là. Mais non, parce qu'ils sont formatés. Oui. Quand tu es formaté à un narratif, tu n'as pas fait tes recherches toi-même pour valider le narratif, tu fais juste le perroquet qui répète le narratif. Fait quand quelqu'un t'expose les contre-vérités du narratif, tu n'es pas équipé pour y répondre. Non. De là, les commentaires sur la Terre plate. D'ailleurs, j'inviterais les gens, moi, à lire le papier que tu as écrit là-dessus. Tu as donné l'adresse de ton site là, pour que les gens puissent lire ça. C'est un bijou d'article et tout y est. Et vous voyez Thomas Gerbet, qui a manqué de gerber là, quand on l'a un petit peu brassé, qui est le moins pire des journalistes de Radio-Canada. On lui donne la crédibilité, mais tu le cadres bien, et je pense que lui, tu vas le faire réfléchir. Mais donne l'information. En fait, je dirais, parce que tu as 2 papiers sur 3 d'écrits sur les 2 premiers événements que tu as faits. L'autre, il est tout chaud parce que tu l'as fait aujourd'hui. Fait quoi, il donne le tribunal de l'info. C'est le tribunal de l'info, en un mot, info, INFAUX. Parfait. Donc, vous pouvez aller lire sur le tribunal de l'info l'information que Julie elle a mis en lien avec les 2 premières conférences sur lesquelles tu es allé assister. Probablement que tu vas écrire, j'imagine, un 3e papier sur celui d'aujourd'hui. Probablement. Et je vais faire une vidéo aussi sur Niaise pas avec les faits parce que moi, j'ai filmé de mon côté. Là, on avait le droit de filmer. Donc, je prépare une petite vidéo là-dessus. Bien, tu nous enverras le lien puis on la diffusera quand elle sera préparée. Mais là, niaise pas avec les faits, par exemple. Non, je niaiserai pas. Moi, je niaise pas avec ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est vraiment apprécié. Vous savez, tout au long de la soirée, à travers l'actualité, il y avait un dénominateur commun, un fil conducteur que nous pouvions retrouver. Évidemment, à l'exception de la bonne nouvelle que Nancy et André sont venus nous partager. Ce dénominateur commun se résume en un mot, et ce mot est « désinformation ». Encore faut-il comprendre ce que signifie réellement le mot « désinformation ». En fait, le mot « désinformation » est l'utilisation des techniques de l'information de base... Pardon, je recommence. En fait, le mot « désinformation » est l'utilisation des techniques de l'information de masse pour induire en erreur, cacher ou travestir les faits et la vérité. Mot souvent utilisé envers ceux qui sont porteurs de vérité par ceux qui cherchent à justifier leurs mensonges. En résumé, la désinformation est synonyme de mensonge et ce mensonge est omniprésent dans notre société et constitue aujourd'hui l'information que diffusent au nom de la vérité nos politiciens, nos médias, les GAFAM, les multinationales, le milieu artistique et divers lobbies. Donc, au nom d'une information qui a comme fondement le mensonge, nous en sommes venus à diaboliser la vraie vérité et la censurer au profit d'une propagande qui couche avec l'hypocrisie et la duplicité. Encore saisissons-nous pleinement ce qu'est le mensonge.
Un mensonge est un faux intentionnel ou encore une fausseté intentionnelle qui viole le droit de quelqu'un à connaître la vérité. Les mensonges sont des déclarations que l'orateur croit et sait fausses et qui visent à emmener la personne à laquelle elles sont adressées à les accepter comme vraies et comme étant la vérité. Le mensonge est une fausse déclaration ou une fausse présentation connue pour être fausse, faite dans l'intention de tromper. La Bible dira que le père du mensonge est le diable. Et si on regarde le verset qui s'y rattache dans Jean 8, 44, ça dit « Vous avez pour père le diable. » Et je vous dirais que tous ceux qui sont sans Jésus-Christ ont pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Alors, il ne faut pas être surpris que dans ce monde dans lequel nous vivons, croule sous le mensonge, que ce monde dans lequel nous vivons croule sous le mensonge au nom d'une fausse vérité et cherche par tous les moyens de censurer la vraie vérité qui, elle, expose le mensonge. Éphésiens 4, 25 va nous dire « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » Je termine avec cette notion de vérité. Plusieurs me demanderont peut-être ce soir où trouver la vérité. Quand reconnaître la vérité? Qui détient la vérité? Comment discerner la vérité dans un monde où chacun fabrique sa propre vérité? Jean 14, 6 nous dira, et c'est Jésus qui parle, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Éphésiens 4, 25 va nous dire encore, « C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » La vérité est une personne et elle porte un nom et son nom est Jésus. Mais qui est le prochain dont il est question dans Éphésiens 4, 25? Je suis content que vous me posiez la question. On va relire Éphésiens 4, 25. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Enfin, le mot prochain, c'est tout homme, femme, sans considération de race ou de religion, avec qui nous vivons ou que nous risquons de rencontrer. Et c'est ce que nous faisons à travers Théovox Actualité. Nous voulons vous présenter cette vérité en la personne de Jésus-Christ. Lui seul demeure l'espoir pour nos vies dans un monde de mensonges. Si tu es en cherche ou en quête de vérité ou de la vérité, je t'invite à nous écrire. C'est Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion et à la semaine prochaine.